C'est vrai que là, il fait chaud, chaud, chaud. Ah hein. ouais. Alors si Nagui le dit, Hein. c'est que... Non, non, c'est vrai qu'il fait chaud. Non, mais bizarrement, Je me posais bizarrement, vraiment la question, je me suis dit, bizarrement, le soleil, ici, quand il y a du soleil, il brûle plus que chez nous. Ah bon Chez nous, il y a la poussière, il y a la... C'est jamais bleu comme ça, hein. C'est un oui. bleu jaunâtre, gris, Ah oui. à cause de la poussière. C'est une ville très poussiéreuse, hein. Très, Ah ouais. très poussiéreuse, oui. Ouais, ouais. Bah, ça tu me dis ça, mais tu sais, Paris, c'est... Non, 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 non. Mais non, le Caire, c'est la ville la plus polluée du monde. Ma question, c'est parce que on n'est pas loin de la Comédie Française, Ouais. qui est vraiment, alors là, c'est la tour Eiffel du théâtre, c'est la scène nationale. Les comédiens qui entrent à la Comédie Française, ils sont engagés Ouais. à plein temps, comme un contrat à durée indéterminée. On a eu un très bon acteur égyptien qui a joué à la Comédie Française et puis qui est venu en Égypte, qui s'appelle Gamil Ratib. Et il a commencé avec la Comédie Française et puis il est venu jouer en Égypte. Il est mort maintenant, très vieux, mais un merveilleux que j'ai rencontré personnellement dans un truc très intime parce que c'était le beau, quelqu'un de la famille d'une collègue à moi, française. Ah, ouais. Et il m'a parlé de son parcours au Paris et tout ça. Bon, alors retournons. Alors oui, alors la Alors, question c'est ouais. Au Caire Ouais. et en Égypte plus généralement, est-ce qu'il y a des théâtres nationaux? Comment Ouais. s'organise en fait la vie théâtrale en Il y a Égypte? 3 secteurs. Il y a d'abord tout ce qui est théâtre national, ça veut dire qu'il dépend du ministère de la Culture. Et là, il y a une programmation du ministère de la Culture qui, en général, présente des pièces traduites de théâtre international, traduites en arabe, souvent en arabe classique. Et donc, il y a des acteurs qui jouent. On a beaucoup de pièces. C'est un très bon marché. On a des spectacles classiques, tu vois. Mais Classiques, classique, c'est d'auteurs égyptiens ou... d'auteurs égyptiens et d'auteurs internationaux, traduits en arabe. Et D'accord? est-ce qu'il y a des auteurs égyptiens célèbres? Oui, beaucoup, Ouais. beaucoup. Et nous, on ne connaît pas en Europe. Par exemple, un qui est très célèbre, Naguib Mahfouz, qui a pris le Nobel de la littérature en 80 quelque chose, Ouais. 87 peut-être. Naguib Mahfouz était un romancier spécialement. Mais Naguib Mahfouz, par exemple, il a aussi écrit des pièces, des courtes pièces, et beaucoup de personnes ne savent pas cela. Et nous, la troupe avec laquelle je joue, on a monté une de ces pièces-là, qui est très très sympathique. Et donc on l'a présentée. Donc bien sûr, on a beaucoup d'écrivains de théâtre égyptiens qui font des pièces très sympathiques. Moi, je joue actuellement une pièce, on prépare pour une pièce qui s'appelle « Le rideau ne tombera jamais », une pièce existentialiste sur le rapport de l'homme avec les lois religieuses. Et donc on va la jouer en principe dans 2-3 mois. On va la jouer bientôt. À côté de ça, on a eu le théâtre commercial. Le théâtre commercial, c'est en fait tenu par des grandes vedettes, en général du cinéma, qui font des pièces de théâtre. Et là, c'est super riche, c'est super cher. Et c'est des pièces comiques en général. Oui. Et ça attire beaucoup d'Égyptiens et surtout, beaucoup de gens qui viennent des pays du Golfe pour voir ces pièces-là. Et l'humour égyptien... L'humour égyptien, il est très élaboré, les gens aiment bien, Ouais. et c'est réputé depuis des années et des années. Donc là, c'est des prix exorbitants. Alors, à côté de ça, depuis les années 87, est né le mouvement indépendant, d'art indépendant en Égypte.
Et donc l'art indépendant, ça veut dire des gens qui ne sont pas forcément issus ni de l'école de théâtre, ni de l'école du cinéma, des gens comme moi et toi, comme ça, qui ont envie de faire du théâtre, qui se mettent ensemble à créer des pièces, à traduire des pièces ou à créer leurs propres pièces, qui payent de leur propre argent pour louer des salles, louer des lieux pour les répétitions, et qui montent une pièce, alors bien sûr avec tout le processus de la censure, blablabla. Et là, c'est du travail en général de qualité, parce que ce sont des gens qui voient que dans le théâtre, il y a un message. Dans les pièces comiques, c'est pas la même chose. Mais dans ces pièces-là, il y a un travail de fond. Et ce mouvement est en train de grandir. On a de plus en plus de troupes indépendantes qui font du théâtre. On a même maintenant un festival qui s'appelle DECAF, qui invite des troupes de partout dans le monde. Alors pas seulement le théâtre, c'est théâtre, conte, musique, voilà, c'est toutes ces activités autour de l'art. Et on travaille comme ça, on travaille avec alors on cherche des fonds, on cherche des sponsors pour pouvoir monter nos pièces. Et ça, c'est un domaine qui est en pleine expansion, tu vois. Bien sûr, qui est tout le temps menacé par l'État parce qu'ils ont peur qu'on expose des idées qui sont controversées. Il y a d'un côté, tu as deux choses. Tu as les intégristes d'un côté religieux qui ne veulent pas qu'on touche à certains sujets. Tu as l'État de l'autre côté qui ne veut pas qu'on touche à d'autres sujets. Donc la marche se rétrécit énormément. Mais on fait avec, on se démerde à pouvoir faire des... Et là, moi je suis dans ce truc-là. Et quel est le nom de ta troupe? Il y a un nom? Left Stage. Left Stage. Ah. Alors left, parce que c'est un peu dans l'idée d'abandonner. Oui. Stage, c'est la scène. Oui. Donc nous, on joue un peu dans une troupe qui fait du théâtre interactif. Donc on sort du cadre du théâtre classique avec scène publique. On mélange la scène et le public dans le même espace. Donc l'idée, c'est de sortir du cadre classique pour faire un théâtre alternatif. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est left C, ça veut dire que c'est le théâtre de gauche, parce qu'on expose quand même des idées plutôt de gauche. D'accord? Et du coup, on touche à tous les tabous, on touche à toutes les minorités enfoncées par les principes religieux, les principes moraux, les principes de la société. On touche à tout ça. Donc voilà, on a choisi ce nom, on a passé même des réunions pour choisir le nom. On a trouvé comme nom, le meilleur nom, c'est Left Stage. Voilà. Alors donc la question que je me posais, c'est par rapport au cinéma égyptien, où est-ce qu'il en est en fait ce cinéma? Ok, alors, là c'est une bonne question. Hein. Bah oui. L'Égypte était très connue par le cinéma parce qu'on a créé énormément, on a fait énormément de films. Les années d'or d'Égypte, l'âge d'or c'était les années 40, 50, 60. Tous les films en noir et blanc, des artistes qui ont commencé avec rien du tout, d'abord dans le théâtre de rue, puis dans le théâtre, puis tout simplement, ils sont passés au cinéma. On a des vedettes incroyables et une production cinématographique très riche grâce au multiculturalisme qu'on avait en Égypte. Ça veut dire qu'avant, jusqu'à l'époque du roi, on avait une énorme communauté grecque, italienne, syro-libanaise, arménienne en Égypte, juive. Et toute cette mixité a donné une telle richesse à la production cinématographique
que les films en noir et blanc sont des chefs-d'œuvre jusqu'à présent. Ok. Après cela, on a eu les années 60, donc les années jusqu'à fin des années 60, il y a eu cette bonne cinéma. Après ça, on a eu une production moyenne entre les années 70 et 80, une production qui laisse beaucoup à désirer. Et dans les années 80 aussi, voilà. Ensuite, vers la fin des années 80, sont entrés des producteurs qui n'avaient rien à voir avec le cinéma, qui avaient beaucoup d'argent. Et donc ces producteurs-là, qui venaient de milieux culturellement très bas, sont arrivés avec beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transposé ce milieu, cette culture de la classe moyenne très très pauvre, très populaire, à la télévision. Donc ça a donné des films, malheureusement, qui ont fait beaucoup de mal à la société égyptienne, parce que quand tu présentes, en ordre de présenter la vérité, la réalité, tu présentes aussi une façon de vivre que les gens vont imiter. Et donc, cette vulgarisation du cinéma, malheureusement, a énormément affecté le public égyptien. Et maintenant, le public, il va avoir des films qui sont ridicules, qui sont... c'est plutôt des comédies? Des comédies, mais des comédies vraiment à 3 balles, hein, où on se moque, on va se moquer du black, on va se moquer de l'aveugle, ou bien on va se moquer du sourd, ou bien on va se moquer d'un petit, ou bien on va se moquer d'un étranger qui ne parle pas bien arabe, tu vois. C'est vraiment la comédie à 3 balles, quoi. Et les gens trouvent ça magnifique, et les gens trouvent ça, et ils en rient, parce que le niveau culturel a été entraîné vers le bas par ces producteurs-là. Et malheureusement, c'est le cas actuel. Persistent encore, heureusement, des intellos qui essayent de sauver un peu la situation et qui font des films différents, ce qu'on appelle les alternative movies, des films alternatifs. Et donc, parmi ceux-là, tu as la nièce la nièce de Youssef Chahine. Youssef Chahine qui a été primé à Cannes pour l'ensemble de ses œuvres. Et donc Marianne Khoury qui a, elle, un cinéma, qui a loué une salle de cinéma où elle essaye de présenter des films, pas les gros trucs américains, pas les films débiles égyptiens, mais des films égyptiens qui sont différents. Pas de grosses productions, mais des films qui ont une pensée. Des films aussi qui viennent un peu de partout. Donc elle va faire la semaine des films qui viennent de l'Amérique du Sud, la semaine du film qui vient de l'Asie, un festival de films, de courts-métrages. Donc elle essaye de montrer qu'il y a autre chose que cette merde qu'on a actuellement dans les salles. Mais alors, du coup... Mais ça, quand même, ça touche un public très élitiste. Tu vois. Et on n'a pas de chance, il n'y a aucune chance d'avoir dans les prochaines années un réalisateur égyptien au Festival de Cannes, dans la sélection. On a eu. Là, on a eu récemment. On a eu, et il y a... c'était un film d'ailleurs où j'aurais dû jouer. Mais oui. Ça s'appelle Yom Eddin, qui est passé à Cannes il y a 3 ans. Et c'est un film indépendant, pareil. Qui était dans la sélection. Qui était à côté, enfin à la marge. Attendez. Oui, il était à la sélection, il a été même primé. Il a été primé. Oui. C'est Yom Eddin. Yom Eddin, ça veut dire le jour du jugement. Le jour du jugement. Et ça parle d'un lépreux, parce qu'on a une communauté de lépreux complètement isolée à l'extérieur du Caire. Et donc c'est l'histoire d'un lépreux. Donc le réalisateur lui-même, il avait séjourné dans cette colonie de lépreux pour faire un documentaire. Et en séjournant dans cette communauté, il a
a entendu plein d'histoires. Il a dit là, je dois en faire un film. Et donc il a imaginé donc ce lépreux. Alors pour expliquer c'est quoi la lèpre, la lèpre c'est une maladie. Tu perds Oui, la maladie, comment on appelle ça Enfin, tu perds petit à petit Tu perds petit à petit les bouts. Des bouts. Les bouts de mains, de doigts, le nez, les lèvres. Et en fait, elle est dangereuse au début. Mais dès qu'on commence à se faire soigner, et on arrête la progression de la maladie, elle n'est plus dangereuse. Elle n'est plus dangereuse, elle n'est plus transmissible. Mais quand même, les gens sont complètement abîmés physiquement. Donc ils se transforment en monstres physiquement. Et donc ils vivent malgré eux dans cette communauté de lépreux. Ils n'osent pas sortir dans le public, enfin dans la rue. Et donc c'est un film qui raconte un gars, un lépreux, qui a 50 balais, qui est marié parce qu'ils se marient entre eux et tout, hein, qui est marié avec une femme. La femme meurt et pour la première fois, à la mort de sa femme, il découvre sa belle-mère. Donc en fait, il réalise que les parents savent, parce que lui il a grandi dans sa communauté, les parents savent que leur fils ou que leur fille est dans sa communauté. Donc il commence à chercher ses propres parents. Et il décide, donc on lui dit que voilà, il y a des parents qui viennent jeter les enfants lépreux devant la porte de la colonie. Il y a des parents voilà, enfin il y a différents types de parents. Et il apprend que lui, il a été abandonné comme ça devant la porte de la colonie, mais que quelqu'un qui travaille dans la colonie lui a dit « mais toi, tu viens d'un tel village au sud ». Et il décide de prendre son âne, sa charrette, et il sort de la colonie, et il va avec âne d'âne et charrette vers le sud, traverser pratiquement tout l'Égypte pour aller découvrir sa famille, comprendre pourquoi ils n'ont jamais demandé où il était. Et donc, en sortant de la colonie, il est affronté à la société actuelle. Et comment le regard de la société envers ce lépreux. Et qui va l'aider dans son voyage, dans son périple? Ce sont les marginaux qui vivent dans la rue eux aussi. Donc, tu as les mendiants, tu as des gens, tu as vraiment les marginaux abandonnés par la société. C'est eux qui vont être de plus grands aides à ce type-là. Et il va arriver à trouver sa famille. Et une fois arrivé là, bon, c'est une famille comme tout le monde. Et bon, il les voit, mais il ne sent rien du tout. Il n'est même pas en colère. Et puis il réalise que finalement, sa vraie famille, c'est la colonie. Et du coup, il reprend son chemin et retourne. Et c'est le voyage. Et c'est un film magnifique, d'une beauté humaine incroyable. Avec des images très très dures. Tu m'as convaincu. Ouais, et moi j'allais jouer un mendiant, le chef des mendiants, mais bon, j'ai malheureusement pas eu l'occasion. Mais donc ce film-là a été primé à Cannes. Ouais. Il a été primé à Cannes il y a 3 ans, je crois. 4 ans. Ouais. Je vais enchaîner sur une autre question qui n'a pas de transition. Ouais. J'en profite puisqu'on a les micros. Ah. Donc c'est par rapport à la pyramide du Louvre. Ouais. Donc juste un petit rappel. Donc déjà, petite question piège, il y a combien de pyramides finalement? En Égypte? Non, en Égypte? Au Louvre. Au Louvre? Oui. Ah ben je sais pas. Une? Non. Ah bon, il n'y a pas eu de pyramide? T'as pas bien regardé alors. Attends. Est-ce que tu as été au Louvre? Si, je suis rentré. T'es rentré? Donc tu as vu la Oui, l'entrée et tout, oui. Attends, il y en a quoi? Il y a une? Je ne sais plus. Il y a 5 pyramides. C'est vrai? Oui. Il y a la grande pyramide là, et puis il y a 4 autour. Il y en a 3 autour. D'accord. Et il y a la pyramide inversée à l'intérieur. Oui, là, ok, d'accord, ok. Mais il y en a quand même 3 à l'extérieur, des petites. Ouais. Des petites pyramides. Mais ça, c'est le piège. Mais là, celle-là, ça nous a fait rire quand ils ont construit la pyramide du Louvre là. Alors, elle est inspirée par quelle pyramide d'Égypte? Parce que justement, elle a des proportions parfaites. Enfin, c'est le nombre parfait. Et donc il y a une pyramide en Égypte qui est inspirée
l'architecte sino-américain qui Ok. C'est Paine. quoi? Ouais, il s'appelait C'est Paine. pas Memphis? Non, C'est quoi? C'est Khéops? exact. Khéops, Bravo. ok. Khéops. Khéops, d'accord, ok. Oui, Khéops, c'est c'est la moins abîmée, disons, chez nous. Bah, il paraît que c'est celle qui est la plus où les Droite. proportions Sont plus sont les ouais, plus correctes. harmonieuses. Ouais, parce que correctes, sont de la même taille avec presque. le nombre juste. Voilà. Ouais, Donc ouais, elle ouais. est inspirée de Khéops. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé, cette pyramide, quand ils l'ont construite, parce que je me suis dit, les Français sont tellement attachés à la culture égyptienne qu'ils ont construit des pyramides, tu vois, en verre. Et ils auraient pu construire un temple, c'est pas maya ou, tu vois, ben, ils ont construit une pyramide. Je me suis rendu compte à quel point il y a un lien énorme entre la France et l'Égypte, culturel. Mais alors, ça a fait scandale. Mais quand j'étais petit, Quand ça fait scandale parce que ils ont trouvé pas ça dépense pour rien. non, alors je vais dire pourquoi. Alors déjà quand j'étais petit, je resitue le contexte, quand j'allais là-bas, il y avait le ministère des Finances Ok, qui était dans une des ailes du Louvre. ok, Il y avait le parking et ma mère se garait dans le parking où il y a le Louvre. ok. Donc tu avais les murs du Louvre qui étaient quand même bien noircis par la pollution. Ah, Et puis quand il a fallu déloger le ministère des Finances, il faut se remettre dans le contexte. Les hauts fonctionnaires et d'État, etc., n'étaient pas tout à fait d'accord Avec de ça. partir du Louvre, Ah, ok. tu vois, et d'aller à Bercy. Ah, Puisque ça a été ça finalement le ok, projet. ok. Et donc Mitterrand a eu une force de caractère pour virer tous ces gens Ah, et aussi de choisir un projet où il a un peu choisi comme un monarque. d'accord, C'est ok. pas tout à fait. Donc c'est lui donc il avait une passion pour l'Égypte. Oui, tout à fait. Et l'Égypte antique et qui a Il un venait peu choisi. régulièrement, ouais. Et voilà la pyramide. Alors ça a fait un scandale parce que effectivement ça n'a pas été choisi d'une manière totalement démocratique. Ok. Et aussi parce qu'une pyramide, dans le fond, c'est quoi une pyramide? Est-ce que C'est c'est un tombe. tombeau? Oui, c'est tout. Oui, oui, Donc c'est on fait rentrer par un tombe. tombeau des Ouais. touristes. Ouais, ouais. Bon, alors c'était choquant. Et puis aussi le contraste entre le Louvre, Ouais. qui est un Antique, monument ancien, ouais, ouais. et la une modernité. pyramide tout en verre. Ouais, 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 ouais. Donc le contraste. Donc oui, à l'époque, ça a été des articles dans les journaux Ouais, ouais, ouais. très violents. Et t'es dans quelle année? Ah, ça c'est une bonne question. Quelle année? C'est les années Mitterrand. Donc c'est dans les années 80. D'accord, Ça a ok. pris 5 ans. D'accord. Ça a été rapide pour. Ah. Et surtout le nombre de touristes a bondi. Ça a bondi. Ouais, 2 ouais. millions de Ouais, visiteurs ouais. subitement. Puis il y a tellement eu. Je me rappelle Il y a Macron, eu un succès tellement. Quand il a fait son speech, il il a l'a fait fait son devant la speech. pyramide. Ouais, Oui, Ouais. puis il y a eu aussi une controverse par rapport aux francs-maçons. On disait que la pyramide c'était un signe des francs-maçons, que Mitterrand était rattaché à la franc-maçonnerie. ok, Tu vois ok. qu'il y avait des choses un peu Ça se occultes. tirait par les cheveux, ça. Oui, mais attention. Ouais.